Il existe des affaires que Holmes n'a jamais revendiquées. Non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop douloureuse, pour entrer dans les annales. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans l'une des nouvelles du canon, Holmes feuillette son index d'anciens cas et laisse échapper une mention, celle d'un lézard Gila. Une allusion, un éclat, un récit entier laissé dans l'ombre. Ce que vous allez entendre est la reconstitution scrupuleuse de cette affaire. Pas un duel avec un génie du crime, mais une confrontation silencieuse, presque honteuse, et pourtant parfaitement holmésienne. Notre récit s'intitule « Le cas Arthur Penbrook ». Il est des affaires auxquelles je repense parfois avec un mélange d'embarras et de tendresse, tant elles diffèrent de nos aventures les plus retentissantes. Certaines étaient marquées par les fracas d'événements dramatiques, d'autres par des enjeux politiques dont les journaux firent grand bruit. Mais il en est une, modeste au point de paraître insignifiante, qui me revint souvent en mémoire par les enseignements qu'elle porta en elle. Je veux parler de ce que j'ai pris l'habitude d'appeler le cas Arthur Penbrook, bien qu'elle ne comporte ni crime éclatant, ni mystère d'envergure. Elle se distingue toutefois par la manière dont elle mit en lumière un aspect particulier du caractère de mon ami Sherlock Holmes, en même temps qu'elle révéla la fragilité inattendue des existences les plus ordinaires. En ce morne après-midi de février 1885, je gravissais les marches menant à notre salon du 221B Baker Street, secouant de mes épaules les dernières gouttes d'un crachin obstiné. L'hiver tardait à céder la place au souffle plus doux du printemps, et Londres demeurait enveloppée d'une humidité récalcitrante qui pénétrait les vêtements et les âmes. Je m'attendais à trouver Holmes accoudé à la fenêtre, tirant sur sa pipe d'un air méditatif. Mais je fus accueilli par une toute autre scène. La pièce baignait dans la lumière tremblante d'une lampe à alcool, dont la flamme bleutée projetait des ombres mobiles sur les murs. Au milieu de ces théâtres étranges, Holmes se tenait debout, le dos légèrement courbé, les yeux brillants d'une ardeur que je ne lui connaissais que lorsque quelques nouveautés scientifiques venaient enflammer son esprit. Devant lui, la table transformée en laboratoire croulait sous les fioles, tubes de verre, poudre, filtres et carnets ouverts. Il maniait une pipette avec une rapidité presque fébrile, prenant des notes d'une écriture nerveuse avant de raturer aussitôt ce qu'il venait d'inscrire. À ses pieds, comme un témoin muet de son désintérêt pour les contingences matérielles, gisait le plateau du petit déjeuner que Miss Hudson devait avoir apporté depuis longtemps, intact et refroidi. « Holmes, dis-je en refermant la porte derrière moi, si vous continuez à traiter les repas de cette manière, je finirai par croire que vous n'avez plus besoin de subsistance terrestre. » Il ne leva pas immédiatement les yeux, mais un sourire bref effleura ses lèvres. « Watson, vous tombez bien. Regardez-moi cela, je vous prie. Ce traité prétend que le sulfate d'ammonium produit un précipité orangé lorsqu'on y mêle cette solution. Et pourtant, malgré mes tentatives, rien ne survient. Rien. » Il me montra un épais volume ouvert, constellé d'annotations rageuses en marge. « Encore une controverse scientifique ? Demandai-je en déposant mon chapeau. « Une hérésie plutôt. Ce livre regorge d'affirmations audacieuses sur les toxiques domestiques, certaines parfaitement extravagantes, mais d'autres remarquablement stimulantes. J'ai découvert ce matin un chapitre entier consacré aux altérations imperceptibles du système nerveux sous l'influence de vapeurs ménagères. Imaginez, Watson, combien de personnes doivent leur mélancolie à un cirage bon marché ou à une lampe mal réglée. C'est un continent entier qu'on a laissé inexploré.
Je le vis frissonner d'excitation, comme un naturaliste découvrant une espèce nouvelle. Holmes avait cette capacité singulière à s'embraser pour un sujet technique. Et lorsqu'il s'y plongeait, tout le reste disparaissait. La faim, le froid, et même les convenances sociales. Je remarquai qu'il n'avait pas touché au thé, ni au toast que Miss Hudson avait préparé avec son habituelle sollicitude. J'imagine, dis-je, que le déjeuner prévu est à nouveau une victime collatérale de votre bouillonnement intellectuel. Holmes baissa un instant les yeux vers le plateau, puis haussa les épaules. Je crains d'avoir été trop absorbé. Mais vous trouverez que mes négligences sont la rançon inévitable de découvertes passionnantes. D'ailleurs, vous tombez à point nommé. Dites-moi donc ce qui vous amène. Vous rentrez de vos visites, si je ne m'abuse. En effet, Holmes, je viens précisément d'un cas qui me laisse perplexe. Et je dois avouer que je n'ai guère l'habitude de me retrouver aussi démuni. Holmes tourna vers moi un regard vif. Voilà un mot qui pique ma curiosité. À quel genre de passion avons-nous affaire ? Je pris place dans mon fauteuil, faisant sécher mes gants près du feu. Un homme de 36 ans, Arthur Penbrook, inspecteur aux douanes du East India Docks. Un sujet robuste en temps ordinaire, mais que j'ai trouvé ces dernières semaines dans un état de faiblesse persistante. Il se plaint d'un épuisement soudain en fin de journée, d'une lassitude qu'aucun repos ne dissipe. Et malgré mes soins, son état demeure stationnaire. Ni amélioration, ni aggravation notable. Une stagnation qui défie les schémas habituels. Holmes, qui s'était rassis, se redressa légèrement. 2 mois, dites-vous ? Une durée trop longue pour une indisposition banale, trop stable pour une affection organique progressive. Continuez, Watson. Sa respiration était régulière, son pouls modérément affaibli, mais constant. Je n'ai détecté ni température anormale, ni signe d'empoisonnement manifeste. Il y a chez lui ni toux, ni douleur localisée. Mais ce que je trouve le plus singulier, c'est cette baisse régulière de ses forces lorsque la soirée avance. On pourrait presque y voir un cycle. Mais lequel ? Holmes tapota du doigt la couverture de son traité. Voilà qui est intéressant. Je poursuivis. Je dois mentionner également son épouse, Éléonore, une jeune femme d'une délicatesse remarquable, presque fragile d'apparence, mais dont le dévouement pour son mari est sans faille. Sa sollicitude est d'une douceur rare. Je n'ai guère rencontré âme plus attentive dans la détresse domestique. Holmes acquiesça, un sourire amusé. Votre appréciation possède une tournure presque poétique, mon cher Watson. Je me contente de décrire ce que j'ai observé, répondis-je, quelque peu gêné. À mon sens, Miss Penbrook est l'image même de la grâce dans l'épreuve. Une créature frêle, mais d'une dignité touchante. Elle veille à chaque détail du quotidien pour alléger les souffrances de son mari. Holmes fronça les sourcils, non par doute, mais comme si une idée initiale venait d'émerger sans prendre forme. Nous nous mîmes à table, enfin, et Miss Hudson servit un repas chaud qui parvint à ramener Holmes parmi les vivants. Pourtant, au fur et à mesure que nous mangions, je vis son agitation intérieure reprendre le dessus. Ses doigts tambourinaient légèrement la nappe. Ses yeux allaient du livre à son assiette, puis à moi, comme si 1000 déductions naissaient simultanément de son esprit. « Watson, dit-il soudain, avez-vous remarqué quelque altération dans la salive de votre patient, dans sa couleur, sa viscosité, son odeur peut-être ?» Je restai un moment interdit. Vous m'accorderez que la salive ne constitue pas mon premier objet d'étude dans une consultation courante, Holmes. Je ne vois pas en quoi elle pourrait nous éclairer davantage. Au contraire, elle pourrait tout éclairer. Certaines intoxications lentes, trop légères pour provoquer des symptômes violents,
se traduisent par des modifications extrêmement subtiles dans sa composition salivaire. J'ai lu ce matin une note fascinante à ce sujet. Il attrapa son traité fiévreusement et me montra une page couverte d'annotations. Voyez donc cette hypothèse. Une variation de l'acidité, à peine perceptible, mais constante, peut signaler l'influence d'un agent extérieur. Ce serait là une observation remarquable, et je serais ravi d'en vérifier la pertinence. Je posai mes couverts. Holmes, vous n'êtes tout de même pas en train d'imaginer que M. Pembroke ferait l'objet d'une exposition toxique ? Je n'imagine rien. Je me contente de considérer toutes les possibilités. Mais je reconnais que votre cas présente un intérêt scientifique certain. Et vous savez combien j'apprécie de mettre à l'épreuve une théorie nouvelle. Si vous me le permettez, Watson, je souhaiterais examiner votre patient. Il y avait, dans l'éclat de ses yeux, une lueur que je connaissais bien. Non celle de l'humanité ou de la sollicitude, mais celle, plus ardente, de la curiosité intellectuelle à son paroxysme. Holmes n'offrait pas son aide par considération pour ma pratique, ni par compassion pour M. Pembroke. Il désirait un cas, un terrain d'étude, un jouet scientifique pour alimenter sa nouvelle passion. Je ne pus m'empêcher de sourire devant tant d'enthousiasme. Je suis certain que M. Pembroke accueillera volontiers un second avis, quel qu'en soit le motif. Holmes se leva d'un bond, attrapa son manteau sans même songer à finir son thé. « Excellent, Watson. Plus tôt nous partirons, plus tôt je pourrai procéder à certaines observations comparatives. Et si j'ai raison au sujet de cette variation salivaire, nous tenons peut-être là un exemple remarquable de toxicité lente. » Je remis mon chapeau, songeant que je l'avais rarement vu animé d'une fébrilité aussi singulière. Nous quittâmes Baker Street, sans deviner un seul instant que l'affaire que Holmes abordait comme un simple divertissement scientifique allait nous confronter à l'une des tragédies les plus discrètes, mais aussi les plus poignantes de notre carrière commune. Lorsque je me présenta pour la seconde fois ce jour-là à la demeure de Pembroke, la domestique sembla d'abord surprise de me revoir si promptement, mais s'effaça aussitôt pour nous laisser rentrer. Il était peu courant qu'un médecin rende visite 2 fois en quelques heures, mais la prudence victorienne incitait à ne jamais s'opposer à un retour du praticien, surtout dans le cas d'une maladie persistante. Miss Eleanor Pembroke descendait justement l'escalier lorsque nous franchîmes le seuil. Elle s'immobilisa net en nous apercevant, les mains posées sur la rampe, une ombre d'inquiétude traversant son regard. « Docteur Watson, est-ce que l'état de mon mari vous alarme davantage ? Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. » Je répondis aussitôt, afin d'éviter que l'anxiété ne s'aggrave. « Rassurez-vous, madame, ce n'est pas une aggravation qui motive ma présence, mais une réflexion survenue après notre départ. Il me semblait judicieux de solliciter l'avis d'un collègue qui possède une compétence particulière dans l'étude des influences chimiques du milieu. Voici M. Sherlock Holmes. » Elle cligna légèrement des yeux, cherchant sans doute à comprendre ce qu'un chimiste pouvait bien avoir à faire ici. Néanmoins, fidèle à l'étiquette, elle inclina la tête avec courtoisie. « Je suis honoré, monsieur. Je vous prie d'excuser l'impréparation de notre maison pour une telle visite. » Holmes répondit d'une inclinaison extrêmement formelle, presque sèche. « Madame, je n'ai besoin d'aucune préparation particulière. Il m'importe seulement d'observer votre mari et, si vous y consentez, certains éléments de votre environnement immédiat. » Elle sembla hésiter une fraction de seconde, non par défi, mais par une forme de réserve naturelle devant l'imprévu, puis s'écarta pour nous mener vers le salon. Nous trouvâmes M. Arthur Pembroke, assis dans un fauteuil roulant de convalescence, près de la fenêtre, un plaid soigneusement plié sur les genoux. Il leva les yeux en nous voyant entrer, manifestement surpris, mais non mécontent. « Dr. Watson, déjà de retour ? Cela doit signifier que vous avez réfléchi à quelque chose. »
En effet, monsieur Pembroke, votre cas m'a conduit à solliciter un œil supplémentaire, entièrement scientifique. Monsieur Holmes a bien voulu m'accompagner. Holmes s'approcha aussitôt du fauteuil, avec une concentration presque palpable. Il observait le malade d'un regard vif, comme un naturaliste examinant un spécimen rare, mais sans la moindre indélicatesse. Arthur tenta de redresser un peu les épaules, mais Éléonore posa une main douce sur son bras. « Ne vous fatiguez pas, Arthur. Le docteur a simplement souhaité revenir accompagner. »« Soyez le bienvenu, monsieur Holmes, dit l'intéressé, d'une voix affaiblie mais digne. Holmes inclina la tête, puis se tourna brièvement vers moi. « Vous aviez raison, Watson. Les signes extérieurs méritent qu'on les examine de nouveau. » Cette remarque, anodine dans sa forme, eut pour effet de rassurer Éléonore, qui interpréta ce retour rapide comme un signe de sollicitude médicale. Elle ne pouvait imaginer que Holmes n'était là que par curiosité scientifique, chauffée à blanc. « Si vous souhaitez observer quoi que ce soit, monsieur Holmes, je vous y aiderai de mon mieux, dit-elle. Holmes répondit avec une politesse telle qu'elle semblait copiée d'un manuel. « Vous êtes trop aimable, madame. Je n'aurai besoin de votre assistance que pour quelques indications simples. » Son regard, lui, était déjà en train de cartographier la pièce. Holmes s'approcha du fauteuil, avec cette concentration silencieuse que je lui connaissais bien. Il inclina légèrement la tête, observa M. Pembroke sous plusieurs angles, puis se mit à tourner autour de lui comme un astronome examinant une orbite encore mal définie. La lumière grise, filtrant par la fenêtre, mettait en relief la pâleur uniforme du malade, tandis que sa respiration, calme et régulière, témoignait d'une faiblesse persistante, mais nullement alarmante en apparence. Arthur Pembroke se prêta à l'examen avec une dignité touchante. Ses mains, posées sur le plaid, demeuraient immobiles, et son regard, malgré la fatigue évidente, gardait une franchise qui me frappa davantage encore, en comparaison, avec l'expression absorbée de Holmes. « Depuis combien de temps ressentez-vous cet affaiblissement à la tombée du jour ?» demanda mon ami d'un ton brusque mais non impoli. « Environ 7 semaines, monsieur. Cela commence vers la fin de l'après-midi et s'accentue jusqu'au soir. Je me sens vidé, si je puis dire. Et je dors plutôt bien. » Holmes acquiesça sans un mot, observant la gorge du malade, puis ses yeux. « Le goût des aliments vous paraît-il changer? Une saveur métallique peut-être, ou une sécheresse inhabituelle au réveil? » Parfois oui, une sorte de lourdeur au fond de la bouche, mais rien de plus. Éléonore, jusque-là silencieuse, s'avança d'un pas. Il se plaint aussi d'une fatigue au réveil, monsieur Holmes. Il me semble plus pâle qu'autrefois, mais jamais fiévreux. Holmes répondit d'un bref signe de tête, sans la regarder vraiment. Il prit un petit instrument dans sa poche, demanda à Arthur d'ouvrir la bouche, abaissa doucement la langue et examina les gencives, la langue et l'intérieur des joues. Rien ne parut le satisfaire, ni l'alarmer. « Une constance remarquable, » murmura-t-il enfin. Puis, se tournant vers moi, « Vous voyez, Watson, point de progression, point de rémission, une stagnation parfaite. C'est singulier. » Le même mot, je le remarquai, fit pâlir Éléonore davantage. Holmes, quant à lui, semblait y trouver un exotisme intellectuel. Il se redressa brusquement. « Madame, je souhaiterais maintenant examiner votre cuisine, vos réserves d'eau et quelques ustensiles. Certaines altérations imperceptibles proviennent de sources auxquelles on ne songe guère. » Éléonore acquiesça aussitôt, sans comprendre, mais trop soucieuse d'aider pour poser des questions. Arthur referma doucement les mains sur son plaid, comme pour retenir un peu de sa force. Et Holmes, déjà lancé, se dirigea vers la porte sans s'attendre que quelqu'un l'y invite.
Miss Pembroke nous conduisit jusqu'à la cuisine, située à l'arrière de la maison. Un espace impeccablement tenu, où l'odeur du charbon se mêlait à celle des herbes séchées. La cuisinière, une femme robuste, à l'air réservé, interrompit aussitôt la préparation d'un ragoût et s'effaça respectueusement pour nous laisser la place. Holmes, qui n'accordait que peu d'attention aux convenances, lorsqu'il poursuivait une idée, ne perdit pas un instant. Il se pencha d'abord sur l'évier, effleurant du doigt la surface d'une carafe d'eau filtrée. Il huma légèrement le liquide, en déposa une goutte sur sa main, puis observa la façon dont elle s'y répandait. Son front se plissa un bref instant, avant de se détendre. « Depuis quand utilisez-vous cette carafe, madame ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Depuis 3 ans, monsieur Holmes, répondit Éléonore. Elle nous a toujours donné satisfaction. Je n'en doute pas, murmura-t-il. Il passa ensuite aux ustensiles. Je le vis prendre une cuillère d'argent, l'examiner d'un geste précis, puis sortir de sa poche une petite loupe montée sur un manche d'os poli. L'instrument, que je n'avais pas vu depuis quelque temps, brillait faiblement sous la lumière grise de la cuisine. Holmes inspecta le rebord intérieur du métal, s'attardant sur un dépôt si infime qu'il échappait à l'œil nu. Après quelques secondes, il referma la loupe avec un claquement sec, comme pour signifier qu'il n'avait rien trouvé. Éléonore retint une respiration, croyant sans doute que l'objet révélait quelque manquement de son intérieur. Holmes, sans un regard pour elle, reposa la cuillère exactement à sa place. Il passait ensuite à la théière, aux casseroles, aux verres, aux épices, examinant chaque élément avec une minutie presque dérangeante. Il touchait, humait, parfois effleurait du bout des lèvres une goutte d'un liquide pour en estimer la composition. À plusieurs reprises, il fronça les sourcils d'un air attentif, mais jamais alarmé. Il cherchait l'extraordinaire, il ne trouvait que l'ordinaire. La cuisinière répondit à ces questions courtes, d'une voix timide. Oui, elle se fournissait au même marchand depuis des années. Oui, les denrées étaient fraîches. Non, elle n'avait remarqué aucun changement particulier dans le goût de l'eau ou des aliments. Holmes la remercia d'un ton mécanique, déjà absorbé dans l'analyse suivante. Nous passâmes enfin au garde-manger. Holmes inspecta les conserves, les sacs de farine, les boîtes de thé, les pots de sucre, les fruits et les légumes. Je remarquai la manière dont il effleurait les surfaces, comme s'il cherchait une texture. Un résidu, une poussière suspecte. À un moment, il s'arrêta devant un pot de confiture, l'ouvrit, le huma longuement, puis secoua la tête imperceptiblement avant de le refermer. Rien, absolument rien. La maison des Pembroke semblait un modèle de propreté et d'ordre. Éléonore, qui nous observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, finit par demander « Est-ce que quelque chose vous paraît inhabituel, monsieur Holmes ?» Holmes releva enfin les yeux vers elle. Son regard était calme, mais je perçus dans sa voix la pointe d'une irritation contenue. « Au contraire, madame, tout est remarquablement conforme, peut-être même un peu trop, si je puis me permettre. » Elle pâlit un instant, croyant percevoir un reproche. Mais Holmes avait déjà détourné la tête. Nous quittâmes la cuisine. Je suivis mon ami dans le couloir, observant la tension légère dans ses épaules, indice certain qu'un obstacle intellectuel le contrariait profondément. Il avait inspecté chaque détail, retourné chaque possibilité, testé chaque matière. Et pourtant, le mystère demeurait intact. Holmes déteste l'inexplicable, et rien n'est plus inexplicable qu'une maison où tout est exactement comme il faudrait être. Lorsque nous regagnâmes le salon, Arthur Pembroke avait été replacé plus confortablement dans le fauteuil, les mains jointes sur le plaid, comme s'il s'apprêtait à subir une épreuve supplémentaire. Il tenta d'esquisser un sourire lorsqu'il nous vit revenir, mais celui-ci mourut aussitôt devant l'expression concentrée de Holmes.
J'aimerais procéder à une petite vérification, monsieur Pembroke, dit mon ami, d'un ton si neutre qu'il en devenait presque abrupt. Elle ne vous causera nul inconfort. Arthur acquiesça sans hésiter, mais Éléonore, qui se tenait près de lui, fronça légèrement les sourcils. Holmes tira de la poche intérieure de son manteau un mince carnet auquel étaient fixés, entre deux feuilles rigides, quelques fragments d'un papier légèrement bleuté. Je reconnus ce matériau, un papier teinté par un extrait végétal sensible aux acidités, que Holmes fabriquait parfois lui-même lorsqu'un cas exigeait une précision particulière. Une simple observation chimique, précisa-t-il en voyant la lueur d'inquiétude dans les yeux d'Éléonore. Il déposa au creux de sa main un petit récipient, demanda à Arthur d'humecter doucement l'extrémité d'un linge propre, puis en recueillit une goutte qu'il appliqua sur le fragment de papier. Holmes se pencha aussitôt sur la nuance qui s'y formait. Il ne respira pas. Ses yeux se fixèrent sur la couleur qui évoluait imperceptiblement. Je reconnaissais cette posture. Lorsque Holmes s'immobilisait ainsi, c'était que son esprit venait de repérer quelque chose qu'il attendait depuis le début de cette visite. Le papier vira très légèrement vers une teinte rougeâtre, une déviation si ténue qu'un œil non averti n'aurait su dire si elle provenait réellement du liquide ou simplement d'un caprice de la lumière grise. « Intéressant, murmura-t-il enfin. Et ce seul mot porta en lui plus de tension qu'une tirade entière. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Arthur avec douceur. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il rapprocha le fragment de ses yeux, le retourna, le compara à un second morceau qu'il avait conservé vierge. Puis il fit ce léger mouvement de la lèvre qui m'indiquait qu'un rouage venait de se mettre en marche dans son esprit. « Il existe ici une déviation, monsieur Pembroke, très faible, presque négligeable, mais constante, à en juger par la qualité même de la nuance. »« Une déviation vers quoi » demanda Éléonore d'une voix basse. « Vers une légère acidité, madame, rien d'alarmant en soi, mais une variation qui ne correspond pas entièrement à l'état général que j'ai observé chez votre mari. » Éléonore porta mécaniquement la main à sa gorge, comme si ce mot l'avait touché personnellement. Arthur, lui, demeurait parfaitement calme. « Est-ce le signe d'une maladie particulière ?»« Il serait prématuré de l'affirmer, » répondit Holmes sans quitter le papier des yeux. « Certaines altérations proviennent de facteurs si discrets qu'on ne les soupçonne guère. Mais j'aimerais comprendre ce qui peut produire une constance aussi régulière dans votre état. L'organisme ne varie pas au hasard. » Il rangea le fragment dans son carnet, d'un geste presque cérémonieux. Pour ma part, je n'avais aperçu qu'un voile de couleur à peine perceptible. Mais je savais que ces nuances minuscules parlaient à Holmes comme des paragraphes entiers d'un traité scientifique. « Watson, » me dit-il brusquement, « vous conviendrez que la stagnation du tableau clinique, combinée à cette légère anomalie chimique, exclut la plupart des affections ordinaires. »« Je vous l'accorde, » répondis-je, tout en sentant qu'il allait déjà trop vite. Holmes acquiesça comme si mon assentiment n'était qu'un jalon attendu, puis se tourna de nouveau vers Arthur. « Je vous remercie, monsieur. Je crois que nous progressons, d'une manière ou d'une autre. » Éléonore le regardait maintenant avec une sorte de respect inquiet, incapable de comprendre ce que signifie cet examen, mais consciente qu'il venait de se passer quelque chose d'important. Pourtant rien, absolument rien, dans cette pièce paisible, ne laissait deviner que nous venions de toucher du doigt le premier fil d'une tragédie silencieuse. Holmes, lui, avait l'œil brillant. La machine interne venait de s'emballer. À la suite de l'examen chimique, un silence très doux enveloppa le salon, comme si chacun s'efforçait d'en atténuer la gravité. Éléonore s'approcha de son mari avec la délicatesse de quelqu'un qui redoute d'effleurer une douleur. Elle posa une main sur son épaule. « Arthur, il est temps de monter vous reposer un peu. »
Vous serez mieux après votre sieste. 2 domestiques apparurent presque aussitôt, comme s'ils connaissaient par cœur l'ordonnance immuable de la maison. À ma grande satisfaction, Arthur ne se laissa pas aller à la faiblesse. Il fit un effort visible pour conserver sa dignité, ouvrant la main en un geste de remerciement. Les 2 hommes l'aidèrent avec respect à se redresser, puis commencèrent à le guider vers l'escalier. Holmes jeta un regard distrait en direction de la petite procession. Non un regard analytique, mais celui d'un homme absorbé dans une équation intérieure. Éléonore, restée un instant auprès de nous, se tourna vers moi avec un sourire épuisé. « Depuis quelque temps, monsieur, il a besoin de ce repos quotidien. Le réveil lui est souvent un peu difficile, mais il aime que je sois là à ce moment-là. Je lui apporte sa tasse de thé, et cela semble lui rendre quelque vigueur. C'est notre petit moment paisible. » Elle prononça ces mots avec une douceur telle qu'il eût été indécent d'y lire autre chose qu'un attachement conjugal sans faille. Holmes, lui, n'y prêtait aucune attention. Son esprit était déjà loin. Lorsque les domestiques eurent disparu à l'étage avec leur maître, Éléonore s'excusa poliment pour cette interruption. Puis revint vers nous. « Puis-je vous offrir quelques rafraîchissements, messieurs ?» Holmes déclina d'un vague mouvement de tête. Il semblait intensément absorbé par ses propres pensées. Je repris néanmoins une tasse de thé, espérant malgré moi prolonger quelques instants la conversation. Mais mon ami ne m'accorda qu'un regard distrait. « Madame, dit-il finalement, je vous suis reconnaissant de votre patience. Le cas de votre mari présente certaines caractéristiques, disons, peu communes. Je souhaiterais poursuivre demain un entretien plus poussé avec lui, notamment au sujet de tout élément extérieur susceptible d'avoir influencé sa santé. » Éléonore inclina légèrement la tête, résignée, mais reconnaissante. « Arthur fera tout ce que vous jugerez nécessaire, monsieur Holmes. Nous serons là demain. » Holmes acquiesça sans un mot de plus. Je vis, à la crispation presque imperceptible de sa mâchoire, que l'absence de conclusion l'irritait. Rien ne contrariait davantage mon ami qu'un mystère refusant d'offrir la moindre accroche tangible. Nous prîmes congé. Dans la rue, tandis que je refermais mon manteau contre l'air humide de cette fin d'après-midi, Holmes marcha quelques pas sans parler. Ses yeux étaient fixés vers le vide. Son visage fermé dans cette expression que je lui connaissais trop bien, celle d'un homme pour qui un problème insuffisamment résolu devient un aiguillon, un tourment presque physique. « Vous voyez, Watson, dit-il enfin, nous avons beaucoup observé et appris très peu. Il me faudra réfléchir ce soir à ce que nous venons de recueillir. Cet état stationnaire n'est pas naturel. Je n'admets pas l'idée qu'un phénomène, quel qu'il soit, puisse persister sans logique. » Je souris malgré moi. « Et vous pensez trouver cette logique avant demain ?» Holmes ne répondit pas. Il ne souriait pas non plus. Il avait déjà replongé dans son monde intérieur, là où chaque détail se recompose selon des lois que seul lui semblait connaître. Nous marchâmes ainsi jusqu'à Baker Street. Moi, méditant la tristesse discrète des Pembroke, lui déjà hanté par une question dont il croyait sentir la réponse, lui échapper à quelques microns seulement de la conscience. Le piège se refermait, silencieux. Aucun de nous ne l'avait vu. La brume du soir enveloppait Baker Street lorsque nous regagnâmes le 221B. Holmes ôta son manteau d'un geste brusque, comme s'il se défaisait d'une idée importune plutôt que d'un vêtement. Puis se dirigea aussitôt vers la table où il avait laissé ses notes. Il les étala devant lui avec cette agitation contenue qui trahissait chez lui une irritation plus forte que de coutume. « L'affaire se refuse encore à la cohérence, Watson, » lança-t-il sans préambule. « Rien ne relie proprement ces éléments, rien. » Je pris place dans mon fauteuil, sachant qu'il valait mieux laisser mon ami dérouler son raisonnement plutôt que tenter d'intervenir.
Holmes, les mains posées à plat de part et d'autre des feuillets, entreprit de réciter les faits comme pour s'assurer qu'ils n'avaient pas changé par magie depuis notre retour. Un homme, autrefois robuste, soudain frappé d'une faiblesse persistante, 2 mois de stagnation, un foyer d'une propreté irréprochable, une épouse dévouée, aucune irrégularité dans l'alimentation, ni dans l'eau, dans les habitudes domestiques. Une anomalie chimique trop fine pour être une maladie ordinaire. Voilà où nous en sommes. Il fit quelques pas vers le feu, puis revint vers la table. Passons les suspects en revue. Sa voix était devenue plus rigide, plus mécanique. Première catégorie. Cause interne. Pathologie chronique? Cause improbable, aucun signe. Votre examen le confirme. Deuxième catégorie. Facteur professionnel. Nous explorerons cela demain avec M. Pembroke. Troisième catégorie. Domestique. Aucun mobile. Aucun accès particulier. Aucun comportement suspect. Reste. Il marqua une pause. Ce qui, chez lui, était déjà un aveu d'hésitation. L'épouse. Je me redressai, surpris. Holmes, enfin, vous n'y pensez pas. Cette jeune femme est la bonté incarnée. Elle est attentive, fragile, profondément affectée. L'accuser ainsi serait grotesque. Je n'accuse pas Watson, je classe, répondit-il sèchement. Toute enquête commence par l'examen des possibilités, pas des convenances. Mais enfin, tout dans son attitude réfute cette idée. Avec une lenteur presque théâtrale, Holmes s'assit, croisa les mains et me fixa. Reprenons froidement. Miss Pembroke possède l'accès. Elle est présente à toutes les heures, à tous les moments où les symptômes s'accentuent. Elle est le seul personnage constant de cette maison. Je restai sans voix un instant, tant l'idée me paraissait infâme. Holmes poursuivit. Cependant, il leva un doigt. Toute cette hypothèse s'effondre dès qu'on y applique la moindre logique. La logique? Oui, si elle voulait tuer son mari Watson, elle aurait échoué pendant 60 jours consécutifs. C'est une absurdité statistique. Une femme de son intelligence, si réellement animée d'un dessein meurtrier, ne s'y prendrait pas ainsi. Il secoua la tête. Ensuite, considérons le mobile. À qui profiterait la mort de M. Pembroke? Certainement pas à elle. Une jeune épouse sans enfant, sans fortune propre, perdrait sa position, sa sécurité, son avenir. Rien dans son attitude n'indique le moindre avantage à cette hypothèse. Rien. Je respirais plus librement. Holmes conclut d'un ton catégorique. Par conséquent, l'épouse sort du tableau, définitivement. Il raya un nom imaginaire d'un geste vif, comme s'il barrait une équation erronée. Le voir procéder ainsi me rassura autant que cela m'inquiéta. Holmes posait parfois les bonnes questions, mais les balayait avec la même facilité lorsqu'elles contrariaient sa ligne de pensée. Demain, Watson, nous nous concentrerons sur les facteurs extérieurs. Quelqu'un, quelque part, avait un intérêt à affaiblir M. Pembroke. La clé est là, je le sens. Je hochai la tête, même si je doutais que la piste professionnelle fût plus prometteuse que les précédentes. Holmes se pencha alors sur ses notes, la tête dans les mains, comme un homme prêt à passer la nuit à forcer une serrure récalcitrante. Il existe un angle que je n'ai pas encore découvert, murmura-t-il. Une articulation minuscule. Ce soir-là, tandis que je prenais congé de lui, je sentis que l'affaire Pembroke avait planté une aiguille dans l'esprit de mon ami. Une de ces aiguilles qui empêchent le sommeil et dont, une fois insérée, seule une vérité éclatante peut mettre un terme. Nous nous présentâmes chez les Pembroke dès le milieu de l'après-midi. Le temps avait tourné à la pluie fine, et l'air saturé d'humidité enveloppait la maison d'une sorte de voile gris que je trouvais, malgré moi,
en harmonie avec l'atmosphère d'inquiétude qui y régnait depuis notre première visite. Arthur Pembroke nous reçut dans le salon du rez-de-chaussée. Il semblait un peu plus vaillant que la veille, mais cette impression se dissipait dès que l'on s'attardait sur son teint affadi et la lenteur avec laquelle il se déplaçait. Il voulut néanmoins se lever pour accueillir Holmes, qui l'en dissuada d'un geste rapide et presque inattentif. « Je préférerais que vous conserviez vos forces, monsieur Pembroke. Nos questions ne vous demanderont aucun effort physique. » Nous prîmes place dans un silence que seul ponctuait l'horloge du salon. Éléonore, après s'être enquise du confort de chacun, s'installa dans un fauteuil près de son mari, les mains jointes sur ses genoux, avec une discipline qui relevait davantage d'une inquiétude profonde que d'une simple posture de courtoisie. Holmes entama alors son interrogatoire méthodique. Il interrogea Arthur sur sa profession, ses responsabilités, ses déplacements récents, les différends éventuels avec ses collègues, les dossiers sensibles traités aux douanes, ses contacts à l'extérieur, ses passages au club, ses habitudes de fréquentation, et jusqu'à la provenance de certains documents qu'il avait manipulés peu avant le début de sa maladie. Arthur répondait avec une franchise impeccable, mais chacune de ses réponses venait se heurter au mur invisible que Holmes lui-même avait dressé la veille. Pas le moindre ennemi déclaré, pas la plus petite querelle, pas un incident digne de fixer une hypothèse sérieuse. Après une vingtaine de minutes, Éléonore remarqua que son mari commençait à pâlir sensiblement. « Je vous prie de m'excuser, messieurs, dit-elle en se levant. Arthur doit se reposer à présent. Il fatigue toujours plus à cette heure. » Deux domestiques, prévenus par une simple sonnette, apparurent presque aussitôt et aidèrent Arthur à se lever. Il garda néanmoins sa dignité, posant la main sur l'un d'eux comme sur une simple précaution, et non par nécessité absolue. Quelques instants plus tard, il quittait la pièce pour le reconduire dans sa chambre à l'étage, selon le rituel que nous avions déjà observé la veille. Éléonore se tourna vers nous. « Puis-je vous proposer une tasse de thé en attendant son réveil? Il dort rarement plus d'une heure. » Holmes accepta d'un geste distrait, ce qui était rare chez lui. Nous suivîmes Éléonore dans le petit boudoir attenant au salon, un lieu décoré avec un goût certain, sans ostentation. La pluie tambourinait faiblement contre la vitre, donnant au moment une intimité presque mélancolique. Éléonore servit elle-même le thé, avec des gestes précis et mesurés qui trahissaient davantage l'habitude que la volonté de paraître. Elle parla de son mari, de sa fatigue persistante, de ses inquiétudes pour l'avenir. Sa voix ne tremblait pas, mais l'on sentait qu'elle se maintenait dans un fragile équilibre émotionnel. Holmes l'écoutait poliment, mais je voyais à son regard qu'il n'entendait que vaguement ses paroles. Son esprit travaillait en arrière-plan, rassemblant et écartant les pièces du puzzle avec une obstination silencieuse. À 16h30, Éléonore se leva. « Veuillez m'excuser, messieurs. Arthur se réveille parfois un peu désorienté. Je préfère être présente. » Elle quitta le boudoir avec une lenteur presque cérémonieuse. Holmes et moi restâmes seuls. Mon ami demeura un instant immobile, les yeux fixés vers la fenêtre où la pluie dessinait des sillons continus. Puis se redressa brusquement. « Watson, dit-il, nous avons peut-être envisagé des hypothèses trop étroites. Pendant que Miss Pembroke réveillera son mari, examinons l'éventualité d'un incident ponctuel survenu il y a 2 mois. Nous devons reprendre l'hypothèse extérieure sous un autre angle. » Ce fut dans le calme feutré de la pièce, tandis que la maison entière semblait retomber dans la torpeur caractéristique de l'après-midi, que débuta la discussion qui devait nous occuper près de 20 minutes, et nous mener, croyons-nous alors, plus près de la solution. Nous ignorions que la vérité, elle, continuait de passer chaque jour sous nos yeux avec une régularité docile d'un rituel domestique. La maison semblait retenir son souffle, tandis que Holmes, debout près de la fenêtre, reprenait mentalement l'affaire. La pluie, monotone, formait un fond sonore presque médical. « Watson, si nous abandonnons l'idée d'un agent quotidien,
Il nous reste celui d'un incident unique, dit-il en se retournant. Une exposition isolée il y a 2 mois, dont les effets se seraient stabilisés depuis. Ce n'est pas impossible, répondis-je. Mais cela n'explique pas les fluctuations du soir. Holmes hocha la tête avec impatience. Justement, l'hypothèse est séduisante, mais elle se heurte à ce point précis. Une exposition ponctuelle crée un état durable, non une oscillation régulière. Pourtant, reprenons. M. Pembroke a mentionné un malaise après un dîner. Un aliment altéré, un vin corrompu. Ce serait cohérent avec sa faiblesse actuelle. Je rappelai que personne d'autre n'était tombé malade. Les doses varient, Watson. Une seule goutte peut suffire. Ne vous laissez pas impressionner par la symétrie apparente des repas. Holmes prit son carnet, le feuilleta, puis le referma sèchement. Cela dit, la piste reste mince, trop mince. Et plus j'y pense, plus quelque chose me gêne. Il fit quelques pas, main derrière le dos. Pourtant, diable, cette aggravation en soirée. Pas une maladie, pas un toxique professionnel, pas un agent domestique ne présente une telle précision. Je tentai d'évoquer la fatigue naturelle, mais il m'interrompit. Non, la nature n'est jamais aussi ponctuelle. Ici, nous avons une mécanique réglée, un phénomène répétitif, et pourtant aucune source extérieure ne revient chaque jour à la même heure. Il soupira, visiblement contrarié par sa propre impasse. L'incident ponctuel ne mène nulle part, pas en l'état. Il rangea brusquement ses notes. Allons dans le hall, Watson. Miss Pembroke ne tardera pas à revenir avec son mari. Nous ferons le point avant de prendre congé. Nous quittâmes le boudoir. Holmes marchait vite, l'esprit toujours en marche, comme un homme dont les mains tâtonnent un verrou, dont il sait qu'il cédera, mais pas encore. Le hall d'entrée baignait dans une lumière tamisée, filtrée par les rideaux lourds qui masquaient la pluie battante. Holmes s'arrêta à mi-chemin, réfléchissant encore à voix basse, plus pour lui-même que pour moi. Cette affaire me déplaît profondément, Watson. Rien n'obéit à l'économie naturelle des faits. Un état stagnant, une anomalie chimique légère, et surtout, cette dégradation quotidienne à la tombée du soir. Il tapota du doigt contre sa manche, signe certain d'un agacement intellectuel. Si la cause était extérieure, elle varierait. Si elle était interne, elle évoluerait. Mais ici, tout revient chaque jour à moment fixe. Quel phénomène dans une maison parfaitement saine peut se comporter ainsi? Je n'avais pas la réponse. Holmes reprit la voix plus dure. Une cause régulière suppose un agent régulier. Or, rien, absolument rien dans ce foyer ne revient à cette heure précise. Rien. Au moment même où il prononçait ces mots, un domestique surgit du couloir latéral, portant un plateau d'argent, une théière fumante, 2 tasses, un pot de lait. Il traversa le hall sans un bruit, s'inclinant légèrement en nous croisant. Puis entreprit de monter l'escalier avec l'assurance d'un homme qui accomplit la même tâche depuis des années. Holmes suivit la scène du regard, distraitement, comme on regarde passer une habitude que l'on ne questionne plus. Je repris la parole, pensant clore la discussion. Peut-être, Holmes, devrions-nous reprendre l'interrogatoire de façon plus directe demain? Aucun de vos scénarios ne semble convenir. Il répondit d'un simple « oui ». Mais sa voix s'était creusée d'une tension nouvelle, à peine perceptible. Nous échangeâmes encore 2 minutes, puis nous fîmes quelques pas vers la porte d'entrée. Holmes ralentit, puis s'immobilisa. Absolument. Ses yeux restèrent fixés vers le haut de l'escalier, là où le domestique avait disparu. Je me retournai, surpris. « Holmes ?» Il ne répondit pas, son visage venait de changer. Une lucidité brutale s'y allumait, comme une pièce qui, soudain, s'éclaire par la fenêtre qu'on n'avait jamais vue. Il murmura seulement « Watson !» Puis, d'une voix basse et vibrante, « J'ai été un parfait imbécile. » Et avant que j'aie pu dire un mot, il s'élança vers l'escalier. Je n'eus pas le temps de comprendre ce qui se passait. Holmes venait de bondir dans l'escalier avec une vigueur que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Je le suivis aussi vite que possible, le cœur battant, incapable d'imaginer ce qui l'avait frappé dans cette hallucination soudaine.
Il ouvrit la porte de la chambre d'Arthur Pembroke sans frapper, d'un geste si brutal qu'elle heurta le mur. Éléonore, assise au bord du lit, se retourna d'un sursaut. Dans sa main, une tasse encore fumante. Arthur, pâle et engourdi, tenta de rassembler ses esprits. Holmes leva la main, comme pour repousser une menace invisible. « Ne buvez pas ce thé, monsieur Pembroke. » J'entrai derrière lui, stupéfait. Arthur se redressa, indigné. « Monsieur Holmes, avez-vous perdu l'esprit, ma femme ?» Holmes ne lui laissa pas le temps de poursuivre. « Madame est la seule personne à servir cette tasse chaque soir, à la même heure. Elle est le seul élément constant dans un tableau où tout le reste varie. » Éléonore porta une main à sa poitrine, comme frappée d'un coup. Arthur, lui, sentit son indignation croître. « Vous accusez la femme la plus dévouée de Londres, retirez-vous sur le champ. »« Pas avant que j'aie terminé, » répondit Holmes d'une voix froide. Les symptômes de M. Pembroke sont constants dans la journée, puis s'accentuent systématiquement après son réveil. Un phénomène ne se reproduit pas ainsi sans un agent qui l'y force. Il n'y a rien dans cette maison qui survienne chaque soir. Rien, sauf ce thé. Je vis Éléonore chanceler, comme si ses jambes refusaient subitement de la porter. Arthur fit un pas devant elle, protecteur. « Cela suffit. Vous ne voyez que des coïncidences, monsieur Holmes. » Holmes avança d'un pas. Une coïncidence n'a pas la régularité d'un métronome. Une coïncidence ne revient pas à l'heure exacte, chaque soir, pendant 2 mois. Et si madame avait voulu vous tuer, vous seriez mort depuis longtemps. Donc, son intention n'est pas le meurtre. Éléonore détourna le visage, incapable de soutenir ce regard pénétrant. Arthur s'emporta davantage. « Sortez d'ici, vous ne savez rien de ma femme ni de notre foyer. » Il parlait encore lorsqu'un cri déchirant, un cri que je n'oublierai jamais, lui coupa la parole. « Parce qu'il allait me quitter !» Les mots explosèrent dans la pièce, puis retombèrent, et un silence de mort s'abattit aussitôt, lourd, glacial, presque physique. Je sentis mes doigts se crisper. Holmes demeurait parfaitement immobile. Arthur, lui, s'était figé, la bouche entr'ouverte, incapable d'articuler un son. Éléonore, le souffle court, répéta la même phrase, d'une voix douce, presque inaudible, comme si elle la prononçait pour elle seule. Il allait me quitter. Elle s'assit, brisée, les mains couvrant son visage. Ses épaules se mirent à trembler. Holmes ne dit rien. Il attendait. Finalement, Éléonore parla. Sa voix était une rivière brisée. J'étais près du fumoir. Je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu Arthur parler avec James Sutton, son ami avocat. Elle essuya une larme. J'ai entendu mon mari demander comment organiser un divorce propre, sans scandale, sans cruauté. Arthur blêmit. Elle continua, haletante. Je suis monté dans ma chambre. J'ai pensé que c'était à cause de moi, à cause de mon incapacité à lui donner un enfant. Je me sens tellement indigne. Chaque médecin, chaque remède, rien n'a jamais fonctionné. Et j'ai eu peur, une peur terrible. Je ne pouvais pas vivre la disgrâce d'un abandon, pas pour cela, pas après tout ce que j'ai tenté. Ses mains tremblaient si fort que la lumière de la lampe vibrait sur les parois. Je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement qu'il reste près de moi. S'il était faible, il ne songerait plus au divorce, il aurait besoin de moi. Elle éclata en sanglots. Puis, Arthur parla, d'une voix étranglée. « Éléonore, mais enfin, je n'ai jamais songé à te quitter. Cette conversation avec James n'était pas pour moi, elle concernait mon frère. Il n'ose pas consulter un avocat, pas même pour obtenir des renseignements. J'essayais de l'aider, Éléonore. Pourquoi ne pas m'avoir parlé ?» Cette seule phrase transperça la pièce plus sûrement qu'une balle. Elle redressa lentement la tête.
Ses yeux étaient ceux d'une âme perdue. Holmes s'approcha alors de quelques pas, très lentement, comme s'il marchait au milieu de débris invisibles. Sa voix fut presque douce. « Comment? Et quel poison, madame? Comment avez-vous administré la substance ?» Éléonore hocha faiblement la tête. Dans le cabinet de curiosité d'Arthur, il y a une fiole en verre, un cadeau de son oncle. Elle contient une glande vénéneuse de lézard de Gila, conservée dans l'alcool, avec une lettre expliquant ses propriétés. J'en mettais une goutte dans sa tasse chaque soir. Une seule, jamais plus, juste assez pour qu'il reste auprès de moi. Elle craqua entièrement cette fois. Arthur tomba à genoux devant elle, incapable de choisir entre la colère et la compassion. Holmes demeurait silencieux. Les faits étaient élucidés. Mais la vérité, elle, était trop lourde pour lui donner la moindre satisfaction. Je pris enfin la parole, d'une voix presque brisée. La tragédie n'était pas criminelle, elle était humaine. Elle était née d'un malentendu, d'une absence totale de communication, d'une peur si dévorante qu'elle avait transformé un mariage heureux en piège. Holmes posa une main sur mon épaule. « Venez, Watson. Notre rôle est terminé. » Et pour la première fois depuis que je le connaissais, je crus deviner dans sa voix, non pas la fierté d'avoir résolu une énigme, mais le poids de l'avoir résolu trop bien. Il m'a toujours semblé que certaines affaires de Sherlock Holmes, pour brillantes qu'elles fussent, laissaient derrière elles une trace que nul triomphe intellectuel ne pouvait entièrement dissiper. Celle des Pembroke appartient à cette catégorie douloureuse que mon ami, dans ses heures les plus moroses, qualifiait de victoire sans gloire. Nous quittâmes la demeure dans un silence lourd, et je n'osais rompre le recueillement de Holmes avant que nous eussions atteint Baker Street. Même alors, il demeura longtemps immobile près du foyer, les yeux perdus dans la danse des flammes, comme s'il cherchait, dans leurs mouvements, une consolidation que la logique, pour une fois, était incapable de lui offrir. Il m'expliqua plus tard que la résolution de cette affaire avait été d'une simplicité presque humiliante une fois la clé découverte. Pourtant, j'ai compris que ce n'était pas la difficulté du problème qui l'avait touché, mais ce qu'il révélait. La douleur silencieuse d'une femme terrifiée par la perspective du déshonneur. L'orgueil d'un mari, certain d'être compris, et l'abîme d'incompréhension qui s'était creusé entre eux. La même, où l'intimité aurait dû les protéger. Je sus aussi que l'affaire ne connaîtrait jamais de retentissement public. Elle ne figurerait ni dans les journaux, ni dans les annales judiciaires. Holmes, malgré son détachement coutumier, recommanda à M. Pembroke la plus grande discrétion. Et je crois que l'époux suivit ce conseil autant par pudeur que par amour. Quant à Éléonore, je ne revis jamais son visage fragile, mais je pense souvent à elle. Non comme à une criminelle, mais comme à l'une de ces âmes que l'époque, ses rigueurs et ses attentes muettes enferment dans une solitude plus cruelle que la faute qu'elles commettent. Holmes ne tira aucune vanité de cette affaire. Il ne nota rien dans ses dossiers, et lorsque je lui demandai, plusieurs semaines plus tard, s'il considérait que l'affaire Pembroke était résolue, il répondit simplement « Résolue, peut-être, mais réussie, non, Watson. Je préfère 1000 fois démasquer un malfaiteur que dévoiler la misère d'un cœur qui croyait bien faire. » Il détourna ensuite le regard, comme s'il avait trop dit. Pour ma part, j'appris ce jour-là une vérité que la médecine m'avait enseignée, sans que je la saisisse pleinement. Les corps se réparent, mais les malentendus, eux, restent parfois incurables. Et je compris aussi que certaines énigmes, même lorsqu'elles cèdent devant la raison la plus affûtée, laissent dans l'air un parfum amer que ni le temps, ni l'habitude ne parviennent tout à fait à dissiper. Si ce récit vous a accompagné jusqu'à son terme, c'est qu'il a trouvé en vous un auditeur attentif.
Les récits oubliés de Watson existent grâce à celles et ceux qui choisissent de les soutenir. Parfois par un geste très simple, l'équivalent d'1 € sur Ko-fi, rapide, comme on poserait une pièce pour maintenir une lumière allumée. Pour d'autres, cet univers prend une forme plus tangible. Les enquêtes originales d'Arthur Conan Doyle, disponibles en volumes imprimés sur Amazon. Il s'agit des textes enrichis d'images immersives d'un réalisme troublant, offrant une expérience de lecture nouvelle, à mi-chemin entre le livre, l'archive et le musée. Quelle que soit la manière, votre présence suffit déjà à faire vivre ces carnets. Merci à vous.